Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club de la Presse, l'émission qui vous plonge au cœur de l'actualité politique ivoirienne. Ce soir, deux questions qui alimentent les débats et suscitent de nombreuses interrogations à l'approche de la présidentielle de 2025. Awa Domelo, une figure de l'opposition, a-t-il lancé un appel du pied à Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam et Afin Guessan? Quelles sont les véritables intentions de cet homme politique et qu'est-ce que cela cache pour l'avenir de l'opposition en Côte d'Ivoire? Et puis Charles Blé Goudé, l'ex-leader de la jeunesse patriotique et ancien ministre de la jeunesse sous le régime Laurent Gbagbo, souffre-t-il le chaud et le froid au vu de ses dernières déclarations? Quel est son positionnement politique? Pour en discuter ce soir, nous avons autour de cette prestigieuse table des invités de choix. Michel Betta, journaliste directeur général du quotidien Le Bélier. Michel Betta, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. On est heureux de vous accueillir. Sinclair Oula, vous êtes journaliste éditorialiste à Le Panafricain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ahmed. On est très heureux de vous accueillir, vous également. Merci. Ensuite, on a Lansine Bakayoko, journaliste et chef du service économie à la rédaction de RTI1. Lansine Bakayoko, bonsoir. Bonsoir Ahmed Silué. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Enfin, on a Sangari Yakuba, rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Patriote. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir est partagé. Et bien entendu, sur le terrain pour recueillir les témoignages et les réactions des citoyens, notre reporter David Soyo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, place au générique. Nous entamons ce débat avec un premier sujet qui suscite des spéculations à la fois dans les couloirs du pouvoir et dans ceux de l'opposition. Awa Domelo tend la main à Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam et Afin Guessan, trois grandes figures de la politique ivoirienne. Dans ses récents discours, Awa Domelo n'a pas caché son intention de rassembler des personnalités influentes de l'opposition. La question qui se pose alors, pourquoi cette démarche à quelques semaines de la présidentielle 2025? S'agit-il d'un simple calcul stratégique ou d'une réelle volonté de créer une alliance pour contrer le pouvoir en place? Je vous propose de revenir à ces questions après cet élément de David Soyo. Première conférence de presse d'Awa Domelo depuis la validation de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le représentant des BRICS pour l'Afrique centrale et occidentale déclare qu'il confie symboliquement sa candidature au président Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam et Afin Guessan. Heureux de figurer sur la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle ivoirienne, Awa Domelo a adressé un mot aux trois figures de l'opposition dont il attend le soutien. D'abord à Laurent Gbagbo, qu'il qualifie de père du multipartisme dont il s'est inspiré depuis plus de 40 ans et admire sa conviction pour la transition pacifique à la démocratie. Ensuite à Tidiane Thiam, avec qui il dit partager presque le même profil scolaire et professionnel. Enfin à Afin Guessan, qu'il qualifie de grand frère, qui a toujours été un exemple pour toute la famille. Un appel du pied rejeté par le camp du PPACI, autrement dit par le premier cité, Laurent Gbagbo. L'ex-président de la République et son parti ne veulent soutenir deux candidats. En attendant la réponse des présidents du PDCI, RDA et du FPI, Awa Domelo exprime sa gratitude à tous les militants du PPACI et les électeurs qui lui ont accordé leur parrainage. Awa Domelo, lors d'une déclaration, a dit confier sa candidature à trois personnalités de l'opposition, en l'occurrence Laurent Gbagbo, Afin Guessan et puis Tidiane Thiam, en leur faisant quelques éloges, humblement. Est-ce que ça vous suscite comme commentaire, messieurs, Michel Betta? Oui, d'abord, on comprend un peu plus l'attitude d'Awa Domelo. Il s'est dit que l'opposition divisée, c'est sûr qu'elle ne pourra pas faire face à la machine du RHDP. Donc il faut rassembler, autant que faire se peut, tous ces figures de proue de l'opposition qui ont été écartées, malheureusement, par le Conseil constitutionnel. Mais on en arrive à la question de fond de son discours et puis on se demande qu'est-ce qu'il cherche exactement. Il cherche d'abord, de façon symbolique, à être inclusive, à inclure tout, à aller au-delà de sa chapelle politique qui est le PPACI. Il veut coopter ceux du PDCI
et du FPI. Il essaie aussi tant bien que mal de se présenter comme quelqu'un qui rassemble de façon un sursaut patriotique. Il veut être un peu plus nationaliste, panafricaniste et puis réunir tout le monde afin de se montrer comme quelqu'un de sage. Mais moi, quand je finis de dire tout ça de son discours, j'en viens à une question simple et précise. C'est-à-dire, en politique, la confiance est primordiale. La confiance est primordiale et il suffit pour le comprendre, il faut lire un peu les dernières productions du RHDP qui a présenté sa direction de campagne. Mais le président du RHDP, le président sortant, a confié sa campagne à un loser même, à un perdant, à quelqu'un qui a perdu la députation, à quelqu'un qui n'a pas pu mener son parti à une élection municipale, mais ils lui ont confié la direction de campagne du parti parce qu'il a une histoire avec ce dernier-là. Il a une histoire depuis le RDR avec ce dernier. Donc, au-delà de tout ce que le RDP rassemble, il a choisi cette personne-là pour conduire sa campagne. C'est pour vous dire que la confiance est la chose la plus importante en politique. Aujourd'hui, comment se présente Awa Don-Melo? Awa Don-Melo, c'est un dissident du PPACI. À cet effet, le PPACI ne peut plus lui faire confiance puisque après t'avoir soutenu, il faut venir diriger parce qu'on espère gagner quand on le soutient. Il faut venir diriger, mais avec quelqu'un qui déjà, en étant dans l'opposition, n'a pas pu s'entendre, est-ce qu'on pourra diriger ensemble? Donc, en fait, ils ne viennent pas te soutenir pour te soutenir. Mais je crois que sur ce plan-là, les partis de l'opposition ont déjà donné leur avis. Pour eux, ils sont focalisés, ils sont contre le 4e mandat anticonstitutionnel. Donc, pour eux, pas question de soutenir un candidat à ce processus électoral qui juge d'abord qui n'est pas légal. Le 4e mandat est illégal, le processus est biaisé pour eux. Donc, ils n'entendent même pas soutenir un candidat. Le PPACI l'a dit, le PDCI l'a dit, par la voix de Brissy, qui a dit qu'il faut que Awa Don-Melo aille régler ses problèmes avec ses pairs du PPACI et il ne pense pas qu'il va choisir de se mettre avec Awa Don-Melo. Donc, de tout ce qu'Awa Don-Melo a dit, son discours semble rassembleur, son discours semble un peu empreint de sagesse, mais pour l'instant, l'opposition n'est pas dans cette logique-là. Et je ne crois pas qu'il sera suivi. Donc, de mon point de vue, c'est un évangile dans le vide qui ne sera pas entendu. Encore que, moi, je pense qu'Awa Don-Melo, dans sa perspective, mais ce n'est même pas pour cette présidentielle-là, il lance cet appel-là, parce qu'il sait pertinemment que ses amis ne le suivront pas, mais je pense qu'il veut se présenter encore comme après les présidentielles, il y a d'autres élections, il veut se présenter comme un rassembleur capable, parce que ces présidentielles-là, si rien n'est fait jusqu'à ce qu'on arrive à ces présidentielles, elles seront contestées d'abord avant les élections et elles seront contestées après les élections. Donc on va finir dans une élection contestée où beaucoup de ces leaders-là ne reconnaîtront pas le résultat de ces urnes-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, Awa Don-Melo, son message, c'est plus pour l'avenir que pour maintenant. Sangaré Yacouba, votre commentaire? Bon, moi, je pense que d'abord, je voulais faire une précision par rapport à ce qu'il a dit concernant le directeur de campagne du candidat du RHDP. Je pense que le mot loser est un peu trop fort. Non, c'est pour dire perdant, c'est tout. Non, mais il a perdu la députation. Il n'a pas pu s'engager à la voilà, mais c'est une élection. C'est une personnalité forte du RHDP qui a une grande histoire politique et qui est un homme de terrain. Donc, je pense que c'est à dessein que le président du RHDP l'a choisi. Je pense que le mot loser est un peu fort. Bon, comme ce n'est pas le débat, on en fera le débat. Maintenant, à Awa Don-Melo. Moi, je pense qu'Awa Don-Melo, c'est un appel à la raison qu'Awa Don-Melo lance à l'opposition ivoirienne. Je pense qu'il est fidèle à sa stratégie. Depuis déjà la première lettre qu'il a adressée au président Gbagbo, il présentait le cas de figure. Il disait, et dans sa lettre, il disait en substance qu'il pense que l'option pour lui la plus cohérente, c'est de se préparer à affronter le RHDP dans une toute autre option. Je pense qu'il est dans cette logique-là. Et moi, je pense qu'il y a 2 leçons qu'il faut retenir de ce message-là. D'abord, le premier appel, il sait, moi je pense d'abord avant, je pense qu'il savait que plus ou moins les gens n'allaient pas accepter, compte tenu d'aujourd'hui de ces relations très froides avec le président Laurent Gbagbo, il savait plus ou moins. Mais c'est un message politique qu'il lance que moi je pense. La première lecture que moi je fais, c'est qu'il parle à la fois aux leaders de gauche et à la fois aux militants de gauche en disant la rupture qui est là ne vient pas de moi. Moi, je m'incarne dans une vision où je pense que la gauche doit s'inscrire dans une démarche, pour moi, qui est une démarche plus républicaine, qui est celle de l'affrontement dans les unes et non la confrontation hors des unes, les 2 options qu'il évoque dans son courrier, en faisant comprendre à la gauche que toutes les stratégies que les gens veulent faire
cela n'a pas d'issue. Ce qui est plus important, c'est de peut-être se concentrer sur l'élection. Et il a même dit que la meilleure façon d'affronter le RHDP, c'est d'aller dans les urnes en ayant une candidature. Ça, je pense que c'est une première leçon qu'il lance aux responsables. Les responsables vont s'être rejetés, mais derrière les responsables, il y a les militants qui savent lire entre les lignes aussi. Je pense qu'ils vont comprendre. Ensuite, la deuxième option, je pense que la deuxième leçon qu'on peut retirer de ça, il fait comprendre implicitement à ceux aujourd'hui qui se braquent contre le processus électoral que vous avez boycotté, vous avez décrié la liste électorale, vous avez comment on peut tempêter que vos candidats seront sur la liste électorale, ils ne sont pas sur la liste électorale, le train avance. Et quand on analyse sainement les réalités du moment, les présidents du PDCI et du PPACI ne sont pas candidats, ils ne seront pas en course pour l'élection présidentielle. Donc lui, en revanche, il a la chance d'avoir sa candidature validée, d'avoir réuni les parrainages, d'avoir rempli les conditions et d'être aujourd'hui de la gauche. Donc, si on veut porter notre combat de la gauche, il vaut mieux qu'on se rassemble derrière quelqu'un qu'au lieu de rester dans une logique de confrontation hors les unes qui va susciter la violence et qui n'est pas l'aspiration profonde des Ivoiriens. Je pense que c'est un appel assez lucide. Donc, il met les deux options sur la table. Si les cadres ne veulent pas, les militants en base vont réagir. Je pense qu'il le fait à dessein et il est conscient qu'au sein de l'appareil du PPACI, même dans l'opposition générale, il y a des militants qui ne sont pas d'accord avec cette posture extrémiste des leaders-là qui s'évertuent encore aujourd'hui, en moins de 40 jours de l'élection présidentielle, à faire croire à les militants que les leaders seront encore en lice alors que la liste est déjà bouclée. On connaît déjà les 5 candidats, les campagnes, le programme de passage sur les chaînes de télé sont déjà connues. Donc lui, je pense qu'il a une posture très réaliste et il leur parle. Et en sachant peut-être qu'ils ne vont pas l'entendre, mais il parle à ceux qui sont aux militants qui vont comprendre peut-être la gauche, qui vont comprendre que s'ils s'inscrivent dans une démarche de la gauche et qu'ils veulent vraiment dans un esprit républicain, ils vont vouloir peut-être se ranger derrière lui, aller voter pour lui, c'est eux qui parlent. Et moi, je pense que c'est un message assez lucide et il est droit dans ses bottes et il a compris vraiment sa démarche. Et l'option est simple. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour la gauche, c'est de choisir l'affrontement électoral. Parce que la confrontation hors des urnes, pour moi, vraiment, ce n'est pas la meilleure issue. Elle vise à troubler le processus électoral, à peut-être vouloir créer les troubles. Ça, ce ne sont pas les aspirations des Ivoiriens. Et ceux qui sont dans cette posture, je me demande si souvent ils ont le ressenti de l'ensemble des populations. Parler avec les gens ne veulent plus de violence. Et les gens sont conscients de ça. Donc, il ne suffit pas d'instrumentaliser une armée de trolls sur les réseaux sociaux qui prophétisent chaque jour le chaos, qui font croire que les choses vont bouger, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Ça, entre le monde virtuel et le monde réel dans lequel nous vivons, il y a un grand fossé abyssal. On voit que les gens vont tranquillement à leurs occupations et les gens ne sont plus prêts vraiment à être vraiment les moutons de sacrifice pour une quelconque violence. Donc, l'enjeu pour l'opposition, c'est d'aller à ces élections. Elle a la chance qu'aujourd'hui, elle a au moins 2 candidats, je parle de la gauche, Simone et Awa Dombelo, quitte à s'organiser. Awa Dombelo, il a passé le message et je pense que c'est un message clair. Et c'est dommage aujourd'hui que les présidents du PDCI, FPI et PPACI rejettent cela. Ils montrent, contrairement à tout ce qu'ils disent dans leurs déclarations, qu'ils sont en train de lutter pour le peuple. En réalité, quand on lit entre les lignes, ils ne luttent pas pour le peuple, ils luttent pour leur équation personnelle. Et je voulais terminer juste par cette réflexion. Si au Sénégal, le PASTEF s'était inscrit dans cette logique-là en disant notre plan A jusqu'à Z, c'est Ousmane Sonko, le PASTEF ne serait pas au pouvoir au Sénégal aujourd'hui. C'est ça la démocratie. Donc on ne peut pas dire qu'on est démocrate et on veut vouloir s'imposer aux institutions et on s'inscrit dans une logique où on veut trouver un processus qui est en cours. La gauche a des candidats, il appartient aux oppositions. S'ils estiment vraiment qu'eux, ils peuvent mieux apporter que le RHDP, son président, de s'organiser par les élections. Et je pense que la meilleure issue, c'est l'affrontement dans les urnes et non la confrontation hors des urnes. Sinclair Verroula, 8 jours après la validation de sa candidature pour l'élection présidentielle, Awa Dombelo a fait une déclaration dans laquelle il appelle Laurent Gbagbo, Thiam et puis Afin Guessan à le rejoindre dans ce parcours pour lequel il compte vraiment gagner les élections. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quelle est votre analyse? D'abord, il faut dire que Awa Dombelo s'inscrit dans sa logique. C'est-à-dire, lui, il a toujours embouché la tempête selon laquelle il faut un rassemblement de la gauche. D'ailleurs, les consultations qu'il a eu à mener après sa séparation d'avec le PPACI le démontrent. Il est allé rencontrer Simone Gbagbo, il a rencontré Charles Blé Goudé, il a rencontré Afi. Je pense qu'il est dans cette logique-là de rassemblement de la gauche. Et après que le Conseil constitutionnel ait retenu sa candidature. Mais
j'ai écouté tout à l'heure Sangaré qui parlait de la posture que toute la gauche, toute l'opposition doit avoir. Il a même fait une comparaison avec le Sénégal. Mais vous savez, on ne peut pas être dans un processus électoral qui est biaisé, un processus électoral qui est contesté, un processus électoral dans lequel l'opposition conteste un 4e mandat qu'il juge anticonstitutionnel du président sortant. Vous voyez, on ne peut pas être dans ce processus électoral qui n'est pas inclusif et pour lequel certaines institutions internationales ont appelé le régime sortant de faire en sorte que ce processus-là soit inclusif. Certes, les recommandations qui ont été faites, on nous a dit que ce n'est pas des recommandations qui s'imposent au régime, mais les recommandations ont été faites quand même. Donc, je pense que faire appeler le président Laurent Gbagbo, le PPACI, appeler Tidjane Thiamé, le PDC, appeler Pascal Affi-N'Guessan et le FPI à le rejoindre, à mon sens, ce serait les appeler à aller au suicide. D'aucuns me diraient, mais attends, ces partis-là ont été candidats, ont candidaté pour participer à ces élections, mais je pense qu'ils l'ont fait pas forcément pour participer à l'élection, étant donné que certains de ces partis avaient leur leader qui ne figure pas et sur la liste électorale, et certains de ces partis ont leur leader qui, déjà, avant même le jeu électoral, à qui on a dit qu'ils ne participeront pas, soit du fait de leur nationalité ou du fait de leur condamnation. C'est-à-dire les dés étaient pipés déjà dès le départ. Donc, c'est la symbolique. C'est la symbolique que ces partis-là ont voulu poser comme acte, c'est-à-dire la symbolique, pour montrer à l'opinion que l'inclusion dont ces choses, comment dirais-je, dont ces institutions ont fait cas, l'inclusion-là ne sera pas de mise. Cette inclusion ne sera pas prise en compte par le pouvoir en place, le pouvoir d'Abidjan. Donc c'est déjà cette symbolique et cela a été démontré. Deuxièmement, l'autre stratégie de l'opposition, il s'agit maintenant d'entamer un autre volet dans le processus qu'il a engagé. Il s'agit de quoi? Et on le voit avec l'arrivée du représentant du secrétaire général de l'ONU, avec les consultations qu'il est en train d'entreprendre aujourd'hui pour que les élections se déroulent bien. Comment dirais-je, la diplomatie active que le président du PDCI, le ministre Tidjane Thiam est en train de mener à l'international, la mobilisation au niveau local, ici même en Côte d'Ivoire, les consultations avec le président Laurent Gbagbo. Moi, je crains que le forcing, c'est-à-dire que le pouvoir actuellement, avec la commission électorale, est en train d'opérer, je crains que ce forcing-là débouche sur d'autres troubles, comme on l'a connu ici pendant les années passées. On a connu 2010-2011, on a connu 2015, on a connu 2020, et aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce que ce processus électoral-là nous réserve en octobre prochain? C'est ça la question essentielle. Maintenant que le ministre Awa Dombelo appelle comment dirais-je, le PPACI, appelle le PDCI, appelle le FPI, je pense qu'ils ont déjà répondu, ils lui ont déjà donné une réponse. J'ai écouté le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan qui a dit notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de rejoindre un candidat pour l'accompagner, mais c'est plutôt de se braquer contre le 4e mandat et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire arrive à se mettre dans une démocratie définitive. On a vu aussi le PPACI qui a répondu
qui a répondu à Awa Don Melo pour dire que les candidats, et ce n'est pas Awa Don Melo seul, le PPACI qui dit que ces candidats-là qui ont été retenus ne sont pas des candidats qui ont été investis par les grands partis. On a vu le PDCI dire aussi que à Don Melo de régler son problème qu'il a dans le PPACI et ensuite l'AS de l'ex, parce qu'il est vice-président des BRICS, les pays Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud. Il est le vice-président, le PDCI qui dit l'axe de l'Est n'est pas l'axe du PDCI. Donc, effectivement, il a lancé un appel et en retour, il a eu sa réponse. Donc, normalement, on devait déjà fermer ce chapitre et puis permettre aux partis de l'opposition, le PDCI, le PPACI, le FI, mener leur combat et voir où est-ce qu'on en arrivera. Lansine Bakayoko, cet appel de Awa Don Melo aurait-il du poids ou bien il est vain? Bon, moi, quand je regarde l'environnement politique actuel aujourd'hui, je pense que son discours, son appel n'est pas vain. Pourquoi? Don Melo se présente aujourd'hui comme un candidat transpartisan, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas uniquement au PPACI, et il veut appartenir aussi bien au PDCI, au PPACI, et son appel va en direction de la population. Je crois que l'appel qu'il lance, ce n'est pas tant en direction de Laurent Gbagbo ou de Tidjane Thiam, mais c'est en direction de la population ivoirienne, de la base militante. Et moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est le fait que Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ramènent tout à leur seule personne. Laurent Gbagbo, c'est vrai, lui, il est coutumier du jeu et du moi, mais Tidjane Thiam, c'est une haute nouveauté. Et ça peut gêner. C'est pour ça, je pense que Awa Don Melo doit continuer à aller vers les populations, vers les partis politiques. Parce que tout le monde savait que Laurent Gbagbo n'accepterait pas la main tendue d'Awa Don Melo. Comme je l'ai dit, lui, il a tendance à développer l'ego. Et donc, c'est évident qu'il n'allait pas accepter. Maintenant, Tidjane Thiam, quelqu'un a parlé de diplomatie agressive. Bon, c'est à pouffer des rires quand même. Parce que je ne vois pas comment cette diplomatie internationale-là pourrait influencer, disons, la situation politique en Côte d'Ivoire. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il faut que le PPACI et le PDCI apprennent à lire ce qui se passe dans ce pays. Il faut arrêter de jouer l'autiste par rapport à l'évolution politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tous les appels qu'ils ont lancés, la population sont inaudibles auprès de la population. La population va qu'à ses occupations. Ils ne sont pas entendus. Et ça, il faut qu'ils viennent à la réalité. Parce que, j'en veux pour preuve, on a dit il n'y aura pas d'élection. Le président du RHDP ne pourra pas être candidat. Il a été candidat, rien ne s'est passé. Ah, s'il dépose sa candidature, ce sera l'apocalypse. Rien ne s'est passé. Alors, s'il lance une campagne, s'il nomme son directeur de cabinet, son directeur de campagne, les choses vont se gâter, mais rien ne se passe. Et donc, je pense qu'eux devraient comprendre, à travers tout ça, que leur message ne passe plus auprès de la population. Une population éprise de paix aujourd'hui, éprise de développement, éprise de paix. Parce que, in fine, qu'est-ce que la population demande? La population demande la sécurité, demande le développement, demande la croissance, demande un mieux-être. Alors que les projets qu'eux défendent aujourd'hui, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, c'est des projets personnels, intuitifs personnels. Bon, finalement, que Laurent Gbagbo soit président de la République ou que Tidjane Thiam soit président de la République, qu'est-ce que ça change chez la population si les avantages ne vont pas uniquement à eux et à leurs proches? Parce que quand la population se réveille le matin, il se pose une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des routes pour aller à mon lieu de travail? Est-ce que j'ai de l'eau? Est-ce qu'il y a de la nourriture pour que je puisse manger? Est-ce que je peux aller? Est-ce qu'il y a de la sécurité? C'est ça qui intéresse aujourd'hui la population. Ce n'est pas le positionnement personnel que les gens sont en train de développer ici et par là. C'est pour ça que je pense que le chantage au désordre qu'on brandit avant les élections, il y aura une crise post-électorale, ou avant les élections, il y aura une crise préélectorale, je pense que tout ça relève aujourd'hui du verbiage et du chantage. Et ça ne peut pas constituer le statut politique des personnes qui ont des agendas présidentiels. Je ne pense pas. Bon, maintenant, quant à Afi N'Guessan, lui-même sait que... enfin, lui,
il ne pèse pas grand-chose aujourd'hui sur l'échiquier politique. Laurent Gbagbo même avait dit qu'il était une enveloppe vide. Et aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte effectivement que sa formation politique ne pesait même pas le poids d'une plume. Donc lui, il devrait se garder de faire, aujourd'hui, de bomber le torse, de jouer les guerriers et de demander à la population d'aller vers l'affrontement. Dans tous les cas, je ne pense pas que cet affrontement tant souhaité aujourd'hui aura lieu. Je ne pense pas du tout, et je le dis très sincèrement. Très sincèrement. Parce que vous avez vu que Laurent Gbagbo, aujourd'hui, est perdu dans des conflits intimes. Tout ça, ça ne fait pas tout à fait sérieux. On parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la vie de 32 millions de personnes qui ne peuvent pas se réduire à une ou deux personnes qui croient qu'ils représentent l'entièreté de la Côte d'Ivoire. Mais quand on va aux élections législatives de 2022-2023 municipales, on a bel et bien vu qu'ils sont complètement rejetés par la population. La population ne veut plus en entendre parler aujourd'hui. Le peuple ivoirien n'en veut plus. Le peuple ivoirien ne veut plus d'idolâtrie. Le peuple ivoirien ne veut plus aujourd'hui se mettre dans la position de vénérer des gens. Je pense pas. Donc, quand j'ai entendu ce que Michel Betta a dit, je crois que c'est parlant des Tidiane Thiam et choses, il faut sortir de la politique de la liturgie permanente en pensant que Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo, ce n'est que eux qui sont l'alpha et l'oméga. Ils ne sont pas l'alpha et l'oméga aujourd'hui. L'alpha et l'oméga pour les Ivoiriens, c'est la capacité individuelle, capable de leur apporter un mieux-être, capable de changer leur vie, capable de changer leur quotidien. Et manifestement, on voit clairement qu'ils semblent se contenter de ce qu'ils ont, faute de mieux. Faute de mieux. Et je crois que c'est le moindre mal. C'est le moindre mal aujourd'hui. On parle de 4e mandat, on lutte contre le 4e mandat. Mais si, par extraordinaire, faisons un peu de politique fiction, si la candidature du président Tidiane Thiam ou du président Laurent Gbagbo avait été acceptée par le Conseil constitutionnel, est-ce qu'ils se seraient rétractés disant qu'ils ne vont plus aux élections et en parlant de 4e mandat? Je ne pense pas. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir l'ouverture d'esprit, penser République, penser Côte d'Ivoire et refuser de ramener tout à sa propre personne. Ce sont ces aventures solitaires-là, les Ivoiriens n'en veulent plus, dans leur ensemble, n'en veulent plus, à part quelques irréductibles qui sont leurs proches et qui veulent la confrontation, qui veulent l'affrontement. Mais moi, je ne suis pas inquiet. Parce que je sais qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des Ivoiriens ne veulent pas de l'affrontement, ne veulent pas du coup de feu. Ne veulent pas du coup de feu. C'est pour ça que je veux que le processus politique qui est engagé devrait pouvoir aller à son terme. Et donc, l'arrivée ici de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies devrait quand même finir de convaincre l'opposition ivoirienne qu'elle doit s'inscrire dans un agenda républicain et laisser le processus se poursuivre. Le processus électoral, j'entends. De toute façon, ce n'est pas la seule élection. Il y a les élections législatives qui arrivent, les élections municipales. Bon, et ils peuvent demander à leurs partisans, à leurs hommes de s'inscrire dans cette voie parce que la Côte d'Ivoire ne fera pas de marche arrière. Je ne pense pas. Je ne pense pas que le processus électoral aujourd'hui va être remis en cause pour une ou deux personnes. Ça, je ne crois pas. D'accord. Alors, Michel Betta, au vu de toutes les revendications et de toutes les demandes de l'opposition, est-ce qu'elle a intérêt à demeurer dans la rivalité au-delà de l'appel qu'a fait Awa Don-Melo, qui pourrait leur permettre, si d'aventure cela est possible, de remporter les élections et puis prétendre à ces différents changements? Oui, vous savez, j'ai entendu beaucoup de choses. Certains disent que les Ivoiriens ne veulent plus d'affrontement. Ils n'ont jamais voulu d'affrontement, les Ivoiriens. Peut-être que lui, c'est aujourd'hui, il se réveille et puis il pense aux Ivoiriens. Ils sont depuis toujours, nous qui sommes observateurs, on sait que les Ivoiriens n'ont jamais voulu d'affrontement. En 1999, nous étions tous en train de nous balader au plateau lorsque les coups de feu ont éclaté. En 2002, nous étions tous en train de vaquer à nos occupations. Certains, comme lui, disaient, il n'aura rien. Et puis on a vu ce qui s'est passé. Donc bref, il faut arrêter de faire des incantations lorsqu'on a l'occasion de mener des actions pour donner la sérénité aux populations. Les Ivoiriens sont fatigués de ce chantage. S'il te plaît, tu as parlé, laisse-moi. Qu'est-ce que tu appelles chantage? Je le dis, je constate des faits. Je veux dire que, contrairement à ces incantations, personne n'a jamais voulu de violence. Personne n'a jamais voulu d'affrontement. Mais ça s'est fait parce que des conditions ont été, des candidats ont été rejetés à un certain moment. Parce que ces candidats, je le dis toujours, ce n'est pas ces individus-là, c'est des voix, des milliers de voix. On a vu quand ils ont appelé à marcher dans les rues, on a vu les rues de Yopougon. Tous ceux-là, vous voulez les exclure des élections? C'est ça la question. C'est ça la question. Mais je pense que l'opposition n'est pas du pain.
L'opposition n'est pas due, contrairement à ce que beaucoup pensent. L'opposition est restée constante dans sa démarche depuis des années. Elle a appelé à la négociation. Elle a voulu que, autour de ce processus électoral, tous les contours soient maîtrisés par toutes les entités. On a vu la question du parrainage. Aujourd'hui, on vous fait comprendre que Laurent Gbagbo, candidat à la présidentielle, n'a pas réuni des parrainages des candidats. Non, je ne vais pas citer de nom, mais on peut même pas. C'est inadmissible, c'est incompréhensible pour un Ivoirien qui est observateur de la scène politique. Je veux dire qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont menés de sorte que cette élection, elle est biaisée d'avance. C'est comme si un candidat, notamment le président sortant, a choisi ses adversaires et on donne l'impression que tout le monde est d'accord. Mais c'est faux. Les gens ne peuvent pas accepter ça. C'est inacceptable. Même si toi, tu vas à une élection et puis on te vend ce schéma-là, tu ne l'accepteras pas. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, l'opposition est en train de contester le 4e mandat. Avant l'opposition même, moi, je dis ceux qui donnent même de la graine à moudre aux revendications de l'opposition, c'est les hommes du parti au pouvoir. Le ministre de la Justice, il a contesté ce 3e mandat, encore plus même ce 4e. Même les rédacteurs de la Constitution ont contesté le 3e. Donc, ils sont dans une logique qui, ma foi, devrait nous interpeller tous. Aujourd'hui, c'est vrai, le Conseil constitutionnel a validé des candidatures, mais est-ce que ces candidatures validées-là rencontrent l'adhésion des populations? C'est toute la question. La population ont fait des choix qui ont été retirés. Et on leur impose de nouveau des choix qu'on veut qu'ils s'unissent pour aller à des élections. Mais le processus, d'abord, pour eux, est un processus biaisé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on s'entende autour de ce processus-là? Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où la Côte d'Ivoire doit faire preuve de maturité. Quand je dis de maturité, nos précédentes crises sont nées de notre entêtement à maintenir un paysage politique ou bien un environnement électoral déjà préoccupant pour nos populations, inquiétant. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Et le seul moyen d'en sortir, ce n'est pas de brandir la menace. Mais la menace contre qui? Parce que hier, on n'a pas vu ceux qui ont... Qui menace? Non, mais quand je dis... Qui menace? Non, mais tu me laisses finir? Ou bien non, tu veux pas qui menace? Non, mais quand je dis la menace, on dit il n'y aura rien. Mais il n'y aura rien, on a entendu ça hier. Créons les conditions pour qu'il n'y ait rien. C'est ça notre devoir. C'est pas de lancer d'un cadre, il n'y aura rien. Mais hier même, on était plus en paix que maintenant. Maintenant, au moins, même, on a vu des choses dans ce pays et on est parti à des élections en 2020. On a vu des morts en 2020. Alors qu'on pourrait dire qu'il n'y aura rien. Non, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on doit faire, nous surtout, nous qui sommes observateurs de la scène politique, nous devons faire preuve de retenue quand on parle de la Côte d'Ivoire et inciter les acteurs politiques à emboucher la trompette du dialogue, de la paix et des conditions d'une élection qui gagne l'assentiment des acteurs politiques essentiels. Aujourd'hui, Awa Domelo a lancé son appel. Moi, je ne pense même pas qu'il sera entendu parce que l'opposition, je l'ai dit, est dans sa logique. Elle va contester ce mandat-là, le 4e mandat. Maintenant, elle va le contester si les choses restent en l'état après les élections. Donc, on sera dans quoi? Élection dans laquelle on ne sortira jamais, puisque tous les jours, ce serait un résultat contesté, jugé illégitime. Un président jugé illégitime. Mais à quel prix? Pour la Côte d'Ivoire. C'est des choses, moi je pense que les autres nous ont montré l'exemple. On veut nous comparer au Sénégal. Mais au Sénégal, les gens croient au processus. Les uns et les autres croient au processus, encore qu'ils croient même à ceux qui mettent en avant après leur personne. Parce qu'aujourd'hui, le PPAC ne peut pas croire à Awa Domelo parce que quand tu le soutiens, il faut diriger ensemble. Il faut diriger avec qui? Quelqu'un qui t'a déjà trahi? Non, je pense que je l'ai dit et je le répète, la confiance est tellement primordiale en politique que le président sortant, le président Alassane Ouattara, a mis en avant un des leaders de son camp, qui est du parti du RDR, avec lequel il a fait marche depuis longtemps. Parce qu'il lui fait plus confiance qu'aux autres. À preuve, parce que ce dernier-là, je le disais, lui, il a voulu le contester. Il a perdu les élections législatives. Mais c'est pas lui le sujet. Non, je sais pourquoi. C'est parce que je le dis pour parler de la confiance. Tu es hors sujet. Non, s'il te plaît, tu me laisses. Hors sujet. Non, tu l'as fait avant moi. Tu as été hors sujet avant moi. Je le dis pour parler de la confiance qu'on met à un individu qu'on soutient. Il peut pas, le PPAC n'a plus confiance à Awa Domelo. C'est un dissident du parti. Aujourd'hui, il faut regarder ailleurs. Si vous voulez entendre la voix du PPAC, il faut regarder ses revendications, ses exigences et en tenir compte pour que les élections se passent dans la quiétude pour tous les partis. Alors, Sangaré Yacouba, est-ce que pour vous, Domelo ne peut pas se poser en rassembleur dans l'opposition pour cette élection?
Est-ce que vous partagez l'avis de Michel Betta? Non, je ne partage pas du tout son avis. Je l'ai dit tout à l'heure quand j'intervenais pour dire que Awa Domelo lance l'appel aux responsables, mais moi je dis qu'il parle plutôt aux militants qui sont derrière. Et lui, il le fait directement? Est-ce que vous savez que son parrainage, il y a quand même des militants du PPACI qui ont parrainé Awa Domelo? Est-ce que vous le savez? Ils n'ont pas parrainé Babo. Non, mais c'est parrainage. Vous êtes en train de faire croire que comme si Awa Domelo était un extraterrestre au sein du PPACI. Non, c'est quand même au cadre du PPACI, quand même qu'il y a une histoire avec. Et puis ensuite, ce n'est pas quelqu'un qui fait aujourd'hui la politique. Il a dit, c'est un compagnon de lutte du président Gbagbo depuis plus de 40 ans. Donc c'est une figure du PPACI. Donc il y a forcément des cadres qui sont avec lui, qui peut-être qui ne s'affichent pas publiquement. Ne nous faites pas croire que c'est un être isolé, un extraterrestre, permettez-moi l'expression, qui se retrouve au milieu du PPACI parce que le président Gbagbo ne veut pas lui apporter le soutien, les cadres ne vont pas le soutenir. Je ne le crois pas. Puisqu'il a eu le parrainage, c'est un cadre au sein du parti. Je pense que il n'aura pas le soutien officiel. Ils l'ont déjà dit qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils sont dans une posture depuis le début de discréditer le processus. Et ils ont mis toute la stratégie. Et moi, je suis étonné qu'ils avancent toujours dans cette posture alors qu'à chaque fois, ils essuient des échecs. Ils ont commencé d'abord avec la révision de la liste électorale. Ils ont dit que cette liste électorale, elle est ceci, elle est truffée d'irrégularités, elle est ceci, elle est cela. Le PPACI même dit qu'il y a eu 6 millions de personnes frauduleusement inscrites sur la liste électorale. Il y a eu le contentieux électoral. Ils n'ont pas été capables d'en apporter la preuve de leurs allégations. Ça veut dire que vous n'êtes pas crédible dans vos accusations. Il y a eu le contentieux électoral. Il y a le contentieux. La CEI a donné la latitude à tous ceux qui avaient des choses à reprocher à cette île électorale d'aller le faire. La preuve, certains sont allés contester l'inscription du président du PDCI sur la liste électorale. Il a été radié de la liste électorale. On n'a pas vu. Je vais dire qu'on n'a pas vu les 6 millions de preuves. Donc, ils ont commencé par ça. Ensuite, ils se sont entêtés à dire bon, nos présidents votent absolument candidat, en sachant bien qu'ils ne remplissent pas les conditions pour être candidats. Ils sont même allés jusqu'à déposer leur candidat, leur dossier à la commission électorale indépendante. Tout ça, vraiment dans une stratégie, pour moi, qui n'obéit à aucune logique, à aucune cohérence. Résultat des courses, les candidatures n'ont pas été validées. Aujourd'hui, la réalité des faits, c'est quoi? On va dans une élection dans un peu plus d'un mois, et la gauche aujourd'hui, la gauche aujourd'hui est plutôt représentée aujourd'hui par 2 personnes. Mme Simone Gbagbo et Awa Domelo. C'est la réalité des faits. Le PPACI, le président Gbagbo n'est pas candidat, Thiam n'est pas candidat. Qu'est-ce que les militants de gauche font? S'ils ne soutiennent pas Awa Domelo, bon, ça leur risque péril les responsables. S'ils ne soutiennent pas, lui, de toute façon, il partira. Et lui, il est conscient qu'il y a des militants, au moins, qui ne sont pas, permettez-moi le mot, qui ne sont pas dans ce fanatisme-là, qui pensent qu'à un moment donné, ils défendent la gauche, ils pensent qu'ils doivent porter la gauche. Certains vont forcément le voter. Mais est-ce qu'il y aura beaucoup de militants? Ça, c'est un autre débat. Donc, il ne peut pas se présenter comme la voix de toute la gauche parce qu'il y a des adversités. Il n'a pas, on l'a dit tantôt, le soutien du président Gbagbo, il n'a pas le soutien d'Afin Guessan, etc. Mais il peut avoir le soutien des militants. Et moi, je pense qu'il est dans une démarche pour moi très logique et très cohérente. C'est lui qui a compris, c'est le jeu démocratique. On ne combat pas on ne se bat pas pour une démocratie avec l'insurrection, la révolte, tout ça. On se bat avec les règles de la démocratie. Ils ont une chance d'avoir des candidatures. Si la Awa Domelo n'avait pas réuni les conditions qu'il faut pour que les candidatures soient validées, j'aurais compris encore leur stratégie. Mais là, ils ont une chance d'aller aux urnes. S'ils sont vraiment démocrates, qu'ils aillent voter les candidats qui sont sortis de la gauche. Mais ils refusent de cela, et ils choisissent plutôt cette posture-là de s'arc-bouter derrière les personnes du président Gbagbo et de Tidjam Thiam. Vraiment, moi je crois que ça, on n'est plus dans le jeu démocratique. On est dans une autre stratégie. Voilà. Et ça, on se demande à quoi cette stratégie obéit, si ce n'est à créer des troubles et des tensions. Et c'est ça qu'on dit que les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Et effectivement, ça a décidé. Ils n'ont jamais eu besoin de ça. Si, j'explique. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, parce qu'ils ont vécu les violences déjà. Donc, quand ils ont vécu les violences, ce qu'ils attendent des responsables politiques... Ils ne l'ont pas vécu parce qu'ils voulaient. Quoi qu'il en soit, ils ont déjà vécu les violences. Donc, quand ils ont vécu les violences, on tire les leçons du passé. Et quand ils tirent les leçons du passé, ils ne veulent plus de ça. Et ça,
Un leader politique, pour moi, qui est responsable, quand on prétend gouverner un pays, quand on prétend gouverner un pays, on doit adopter une stratégie quand même de responsabilité. Et le noter de reconnaître que cette stratégie que le PDC et le PPACI, ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une stratégie responsable. Le président Gbagbo et le président Thiam ne sont pas candidats à cette élection. Arrêtez de faire rêver les gens qui seront candidats à cette élection. Et ça, ce ne sera pas possible parce que les listes sont validées. Déjà, la candidature va commencer et les campagnes vont commencer bientôt. Donc, je pense qu'il appartient maintenant aux militants de gauche d'être responsables. Il y a ce que les cadres disent et puis il y a ce qu'eux passent dans leur fort intérieur. Et là, ils ont une occasion là d'avoir 2 candidats pour qui ils peuvent voter et qui s'inscrivent dans cette démarche-là et qui disent, qui s'opposent à toute tentative de trouble du processus électoral. Mme Simone Gbagbo l'a dit, elle n'est pas d'accord pour ça. Donc, vraiment, je pense qu'ils ont fait une stratégie sur le long terme. Pour moi, la stratégie a échoué. Il est temps, vraiment, qu'ils se réveillent, qu'ils se posent les vraies questions. Maintenant, c'est leur droit aussi de ne pas aller aux élections, mais ils n'ont pas le droit de vouloir chercher à perturber le processus. Parce que là, l'État a la responsabilité de faire en sorte que cette paix, cette stabilité soit respectée, parce que beaucoup d'Ivoiriens veulent aller voter dans la tranquillité. Et je voulais terminer par ça. Ils n'auront pas que d'adversaires, peut-être les autorités de l'État, ils auront aussi l'adversaire des citoyens ivoiriens. Parce qu'il y a des citoyens ivoiriens qui veulent aller voter tranquillement. Non seulement des militants de gauche qui veulent aller voter soit Wandele, soit Simone Gbagbo, il y aura aussi les militants de la droite, notamment du RHDP, et aussi les partisans des Bion. Eux qui vont faire campagne, vous pensez qu'ils accepteront, eux qui vont faire campagne, que les autres viennent leur empêcher d'aller voter? Non. La Côte d'Ivoire a assez souffert. Vraiment, on ne peut pas construire une grande démocratie sans le respect des textes. Il est temps qu'on sorte vraiment de cette équation-là où des individus pensent qu'ils peuvent s'imposer un soupçon de l'État. Personne n'est au-dessus de l'État de Côte d'Ivoire. Saint-Claver Oula, pour vous, est-ce que l'opposition a intérêt à s'ériger en boycotteur de cette élection là jusqu'au bout? Boycotter, ça dit, quand on parle de boycotter, surtout concernant Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Pascal Affi N'Guessan, ça veut dire qu'ils sont dans le processus. Et puis, ils se liguent contre ce processus-là. C'est ça, en fait, boycotter. Ils n'y sont même pas. Le président Laurent Gbagbo, il n'a pas été retenu. Le président et le ministre Tidjane Thiam non plus. Pascal Affi N'Guessan, ils ne sont même pas dans le processus. Donc, quand on parle de boycotter, bon, moi, je pense que ce n'est pas le cas. Mais ils sont dans une logique depuis toujours. Avant même de rentrer dans le processus, ils ont émis un certain nombre de griefs, c'est-à-dire ils ont appelé au dialogue, ils ont appelé à la révision de la liste électorale en 2025, ce qui n'a pas été le cas. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'après la présidentielle, il y aura d'autres élections. Mais prenons le cas de, par exemple, Tidjane Thiam et d'autres citoyens ivoiriens qui ont l'âge de voter, qui n'ont même pas eu l'occasion de se faire enrôler sur la liste électorale. Mais comment ceux-là, ils arrivent à voter pour les autres élections? Ça dit, en 2025, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. Donc, du coup, le candidat du PDCI, Tidjane Thiam, qui ne sera pas candidat à la présidentielle, n'aura pas l'occasion, s'il le veut, d'être candidat soit aux législatives, soit aux municipales, soit aux régionales pour les élections à venir. Parce qu'en 2025, il n'y a pas de révision de la liste électorale comme le prévoit la loi. Donc ça, c'est un fait. Et c'est ce que l'opposition, les grands leaders de l'opposition ont demandé depuis lors. Il faut une révision de la liste électorale. Et puis, il y a eu les recommandations du dialogue direct à l'époque qu'on connaît, mais qui n'ont pas été respectées, qui n'ont pas été mises en œuvre. Par exemple, le fait qu'il y ait un cadre permanent de concertation, il n'y a pas eu de cadre permanent de concertation qui a été mis sur pied. Donc, l'opposition a soulevé un certain nombre de griefs jusqu'à ce qu'on en arrive dans le processus électoral. Et comme je l'ai dit tantôt, ces grands leaders-là, pour démontrer, contrairement aux recommandations du comité des droits de l'homme de l'ONU, qui a fait une recommandation qui a demandé que les élections soient inclusives, contrairement à ce que le représentant du SG de l'ONU, il est déjà passé ici 6 mois avant, et il est encore dans nos murs, ce qu'il a dit, que l'élection soit inclusive, mais ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, l'opposition est dans une autre posture. Donc,
elle est restée constante jusqu'à aujourd'hui. Et elle a dit, aujourd'hui, il faut que l'opposition se fédère pour mener un autre combat. Et dans ce combat, il y a ce que l'opposition a dénoncé depuis longtemps, c'est-à-dire le 4e mandat anticonstitutionnel du président Alassane Ouattara, de même que le troisième mandat qu'il a eu et il a eu un forcing et dans lequel il est jusqu'à octobre prochain. Donc l'opposition est restée constante. Maintenant, quand on dit la liste des candidats a été proclamée, il faut laisser des citoyens ivoiriens qui doivent aller voter, comme le disait tout à l'heure Sangaré. Mais Sangaré, il y a d'autres citoyens ivoiriens aussi qui ne pourront pas exécuter leurs droits, qui ne pourront pas aller voter parce qu'on empêche leur leader d'être candidat et parce que aussi d'autres même qui ont l'envie d'aller voter et qui pourraient aussi voter éventuellement le président Alassane Ouattara, et ça il faut le dire, n'ont pas eu l'occasion de se faire enrôler. Donc parce qu'il n'y a pas eu de révision de la liste électorale en 2025, on nous avait dit que bon, si la révision n'a pas été faite, elle sera faite peut-être en décembre. Parce que rien ne nous dit qu'il faut faire la révision de la liste électorale avant ou après la présidentielle. Bon, maintenant, après la présidentielle, on nous a fait croire que la révision de la liste électorale peut être faite en décembre. Là, maintenant, il est question que la révision de la liste électorale ne se fasse plus en 2025. Bon, quand on est face à un tel discours, quelle assurance voudriez-vous que les Ivoiriens aient, et plus particulièrement l'opposition, ait aujourd'hui? Et c'est ce qui fait qu'il faut comprendre la posture dans laquelle l'opposition est aujourd'hui. C'est ça, en fait. Lansine Bakayoko, terminer sur ce sujet-là. Je pense d'abord qu'il faut changer la rhétorique. On parle des mandats anticonstitutionnels. Mais qui plus que le Conseil constitutionnel a le vrai mot, a la légitimité de conférer à une candidature sa légalité? On parle de mandats de candidature illégale. Mais attends, qui confère la légalité? Je crois que il ne faut pas abuser des Ivoiriens en employant des rhétoriques qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. C'est une... qui n'ont pas de sens. Tu oublies qu'en 2000, qui n'ont pas de sens. Laissez-le poursuivre. Monsieur, laissez-le poursuivre, s'il vous plaît. Je crois que... Oui, mais Ouattara a pu obtenir un accord politique. Alors, mais mais attends. Le rapport de force... Ouattara a... Non, pour ne pas parler de rapport de force. Le rapport de force, c'est le bien-être des Ivoiriens. Le rapport de force a fait que Laurent Gbagbo n'a pas... Quel rapport de force? Laurent Gbagbo n'a pas... En 2010, il a rempli toutes les conditions. Laurent Gbagbo lisait la décision du Conseil constitutionnel en validant les candidatures. La décision Michel, Laurent Gbagbo n'a pas signé le décret parce qu'il était gentil, parce qu'il était gentil. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est simplement parce que le rapport de force n'était pas en sa faveur. Le pouvoir de Laurent Gbagbo, tout le monde sait que c'est un pouvoir congénitalement illégitime. Moi, je veux savoir. C'est un pouvoir illégitime. C'est un pouvoir qui n'avait pas la force. Michel Beta, on a très peu de temps. Laissez-le aller jusqu'au bout de ses idées, s'il vous plaît. Voilà pourquoi ce pouvoir a vacillé devant même les petits vents, même les petites tempêtes, ce pouvoir a vacillé. Mais ce pouvoir qui est en place aujourd'hui, tous les coups de massue sont partis. Il est resté solide parce qu'il a une légitimité populaire. Il a une implantation quasi territoriale. C'est ce qui fait que toutes les tentatives pour pouvoir l'abattre sont sorties infructueuses. Voilà la réalité. En revanche, quand le pouvoir de Laurent Gbagbo, vous avez vu que même les vents, les courants les plus insolites, le pouvoir de Laurent Gbagbo vacillait. C'est ça la réalité, parce qu'il n'avait pas cette légitimité populaire-là. Voilà la différence. Donc c'est ce qui a imposé le processus de paix tel que ça a été conduit à Laurent Gbagbo. Maintenant, vous parlez de volonté à tout prix de lutter contre un 4e mandat. En tout cas, un 4e mandat, un prétendu 4e mandat. Mais attendez, de quel moyen dispose cette opposition-là pour venir à bout du 4e mandat? Ou bien le vatanguérisme dont on parle aujourd'hui, qu'on veut employer pour pouvoir faire obstruction, ça ne peut pas marcher. Maintenant, vous parlez de boycott. Ce boycott-là, il sera de quelle nature? Bon, si les gens cherchent à rester... Si c'est un boycott passif, c'est-à-dire tu es à la maison chez toi, tu ne veux pas aller voter, mais c'est ce que la Côte d'Ivoire demande. Le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Tu ne veux pas voter, tu restes chez toi, tu prends ton petit café le matin, à midi tu fais ton déjeuner, le soir tu regardes tes films dessins animés ou bien tes novellas. Maintenant, ceux qui sont impliqués dans le processus politique, qui veulent voter, iront là-bas. Maintenant, si on veut faire comme en 1995, parce que rien n'est nouveau en réalité, en 1995,
On n'a pas de boycott, mais on a ajouté actif. Et on a vu les conséquences. On a brûlé, mais il faut dire que cette période a vécu. On a brûlé, on a lapidé les policiers, je ne dirais pas qu'on a tué les policiers, mais en tout cas, on a agressé la République. Je crois que cette logique-là a vécu. Aujourd'hui, les institutions qui sont là sont très solides, sont légitimes, et je ne pense pas, en tout cas, je ne crois pas que toute tentative d'obstruer le processus électoral va passer. Je ne crois pas. D'abord, les institutions de la République vont s'opposer. Ensuite, la majorité des citoyens aujourd'hui qui sont dans le processus vont adouber le processus. Ils n'étaient pas là avant ou bien? Non, la majorité, la quasi-totalité, aujourd'hui, à part quelques irréductibles, cette opposition représente quoi aujourd'hui? Regardons les choses en face. Regardons les choses en face. Il a vu la marche de l'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire ne veut pas du désordre. Ne veut pas de la guerre. Mais c'est visible. C'est visible. Le peuple n'a jamais vu de la guerre. Le peuple n'a jamais voulu. Vous avez dit que le Conseil constitutionnel a dit que le 8 là, la Côte d'Ivoire devait être en feu. Parce que le Conseil constitutionnel, si le Conseil constitutionnel ne prenait pas une décision qui soit conforme aux desiderata de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam, la Côte d'Ivoire serait en feu. Le Conseil constitutionnel a pris une décision qui n'a pas été nécessairement favorable au PPACI et au PDCI. Il n'y a rien eu. Les Ivoiriens n'ont rien répondu. Ils n'ont répondu à rien. Ils ont continué à vaquer à leurs occupations. La paix a continué de prévaloir jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Je crois qu'il ne faut pas créer de l'émotion en faisant croire que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, c'est une veillée d'armes avant la tempête. Non, il ne s'agit pas de ça. Le processus politique suit son cours normal et les bonnes volontés qui viennent aujourd'hui demander à l'opposition de cesser de jeter l'anathème sur le processus politique, je crois que cela doit être entendu. Cela doit être entendu et par Tidjane Thiam et par le président Laurent Gbagbo. Donc le président Tidjane Thiam, ce qu'on peut lui demander aujourd'hui, c'est de rentrer en Côte d'Ivoire dans son pays pour venir participer à la fête du 25 octobre, que de se contenter de pérégrinations à travers le monde pour dire qu'on parle de diplomatie agressive. Non, ça ne peut pas prospérer. On vous a bien entendu, Lansine Bakayoko. À présent qu'on se prononce sur un autre personnage clé de la politique ivoirienne, Charles Blé Goudé, l'ancien ministre de la Jeunesse, ex-président de la jeunesse patriotique sous le régime Gbagbo. Il s'est exprimé récemment sur plusieurs enjeux politiques en Côte d'Ivoire. Lors d'une conférence de presse donnée le 15 septembre dernier, il s'est prononcé sur la liste électorale validée par le Conseil constitutionnel. Aussi a-t-il promis d'apporter son soutien à un candidat dans la course dont le nom sera révélé lors du prochain congrès du COJEP à Yamoussoukro. Avant de s'appesantir sur ce sujet, suivant cet élément de Davis Oyo. Le lundi 15 septembre dernier, le président du COJEP s'est prononcé sur les candidatures retenues pour le scrutin présidentiel ivoirien. Charles Blé Goudé a exprimé sa solidarité aux candidats recalés, notamment à Laurent Gbagbo du PPACI, Tidjane Thiam du PDCI RDA et Pascal Affi-N'Guessan du FPI. Il a également eu une pensée pour Assalé Timoko Antoine et Vincent Toby avant de déplorer sa non-participation à l'échéance présidentielle prochaine. L'ex-leader de la galaxie patriotique a par la suite félicité les candidats retenus et a ajouté que l'opposition dispose de réelles chances de victoire dans cette élection. Le président du COJEP a par ailleurs interpellé la commission électorale indépendante, CEI, sur sa responsabilité d'assurer un scrutin crédible, transparent et sécurisé afin d'éviter à la Côte d'Ivoire un autre conflit post-électoral. Charles Blé Goudé annonce qu'il rendra public le nom du candidat à soutenir par le COJEP lors d'un congrès prévu le samedi 4 octobre prochain à Yamoussoukro. Cette annonce fait débat. Charles Blé Goudé est-il d'accord pour un nouveau mandat du président sortant ou pas? Ou souffle-t-il le chaud et le froid? Retour sur le plateau du Club de la Presse. Monsieur Charles Blé Goudé a tenu récemment une conférence de presse. Il a également annoncé que le COJEP tiendra sa grande convention le 4 octobre prochain à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, pendant laquelle d'ailleurs il va révéler le nom du candidat à soutenir. Michel Betta, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche de Charles Blé Goudé? Bien entendu, écouter le message du président Charles Blé Goudé, parce qu'il est même président des partis politiques. Mais ce que je retiens, c'est qu'il a été compatissant vis-à-vis de ceux qui ont été sortis de la liste des candidats, notamment les présidents des partis significatifs tels que le PDCI et le PPACI. Il s'est montré également critique vis-à-vis du parrainage citoyen qu'il a jugé, pour lequel il estime qu'il faut des aménagements parce que ça a éliminé des candidats sur une base qui est difficile à comprendre. Et ensuite, il s'érige de ne pas
en donneur de leçons pour demander que personne ne s'oppose au processus électoral, qu'ils accompagnent le processus électoral. On croirait entendre même loin d'être un opposant, on croirait entendre un acteur institutionnel en train de parler. Parce qu'aujourd'hui, il estime que l'exclusion des candidats n'est pas du tout légale, il juge ça illégal, mais il ne propose pas de solution pour sortir de ce statu quo-là. C'est à quoi qu'il faut laisser tomber votre exclusion et accompagner ce processus-là jusqu'à la fin. Je crois qu'aujourd'hui, Blé Goudé donne du grain à moudre à ceux qui pensent qu'il n'est plus opposant, il est plutôt conciliant vis-à-vis du pouvoir en place et ce n'est pas de nature à garantir sa crédibilité au sein de l'opposition. Comme disait le président Tidjane Tian, il y a des opposants trop complaisants avec le pouvoir et cette complaisance-là même fait douter de leur capacité d'opposition. Parce que si tu ne proposes rien pour sortir de cette situation-là, tu veux que les uns les autres accompagnent un processus qui juge illégal, un quatrième mandat qui juge illégal. Comment tu veux qu'on te considère aujourd'hui? Tu es un membre du parti au pouvoir, mais tu n'es plus un opposant. C'est l'image que Blé Goudé me donne. Sangaré Yacouba. Non, moi je pense qu'il est opposant, il est cohérent. Parce que Blé Goudé, depuis sa démarche, il a été clair. Pour lui, la conquête du pouvoir doit se faire par les urnes. Et je pense qu'il s'inscrit dans cette logique-là. Et son message, je pense qu'il est très clair. Hein. Blé Goudé, c'est vrai que les candidatures n'ont pas été retenues, tout ça. Ils n'ont pas rempli les conditions, n'ont pas été éligibles. Mais Blé Goudé, pour lui, cela ne doit pas être l'objet de perturber le processus électoral. Parce que si on s'inscrit dans une démocratie, on doit pouvoir aller au processus électoral. Et je pense que c'est ça le fond de son message. Et moi, je pense que je salue cette posture-là. Il n'est pas comme les autres qui s'inscrivent dans une posture extrémiste où ils réduisent tous à la personne de deux personnalités, deux individus qui pensent que sans eux, tout doit forcément s'arrêter. Ça, je pense que c'est une attitude républicaine. Et ensuite, il a dit que le 4 octobre, il va choisir. Pour rappel, il a accompagné 2 candidats déposer les candidatures, Mme Simone Gbagbo et Awa Dombelo. Bon, il lui appartiendra de faire son choix. Moi, je pense que son attitude est responsable parce qu'il est conscient qu'au-delà de tout ce qu'on dit, au-delà de nos divergences de tout, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. C'est celle de l'affrontement, c'est de la violence. Et pour cela, il faut saluer. Et ça, c'est de la responsabilité d'un homme politique. Je pense qu'on peut avoir des ambitions, mais on doit comprendre que le pays est au-dessus de tout. Et ça, c'est à saluer. Saint-Claver Oula. Il faut noter tout simplement que Charles Blé Goudé, il joue sa propre carte. Laquelle? Il se joue sa propre carte, il se prépare, étant donné que cette année, il n'est pas candidat, il se prépare pour 2030. Donc, il joue sa propre carte, il joue son propre positionnement en tant que leader politique. Parce qu'il faut le reconnaître, Charles Blé Goudé, il a un parti politique, le COGEP, dont il est le président. Donc, aujourd'hui, là, il se positionne comme, si vous voulez, un faiseur de roi. Parce que c'est grâce à lui que certains candidats retenus sur la liste aujourd'hui ont pu obtenir leur parrainage. Il a travaillé avec, ces candidats ont travaillé avec les bases du COGEP pour recueillir et collecter des parrainages. Donc, Charles Blé Goudé, après avoir connu l'exil, après avoir connu la prison, après avoir connu la haie, il a été amené à la haie, il a été jugé, il est revenu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a, malgré son passif, il joue sa propre carte aujourd'hui et se projette sur le long terme. Et cela suppose qu'il ait des alliés, qu'il joue, finement, qu'il avance. Parce que lui-même, il dit qu'il aspire à gouverner ce pays. Donc, quand tu aspires à gouverner ce pays, maintenant, tu commences à travailler à cela. Donc, moi, je ne suis pas surpris de la posture qu'il a adoptée aujourd'hui. Bon, quitte aux uns aux autres de le juger, de l'aimer ou de ne pas l'aimer, mais il avance et il avance à visage découvert. Il ne le fait pas dans le dos des uns et les autres, il le fait au vu de tous. Donc, voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Lansile Bakayoko, quel candidat choisira de soutenir Charles Blé Goudé pendant le congrès? Non, ça c'est de la responsabilité de Charles Blé Goudé. Mais ce que je veux dire, Blé Goudé est en train progressivement de devenir un homme d'État. Parce que, comme je l'ai souvent dit, le péché de Blé Goudé avec ses anciens partenaires du PPACI, c'est qu'il a choisi de renoncer à la violence, de renoncer à la guerre, de cultiver la paix. Parce qu'en réalité, Blé Goudé a considéré son passage à La Haye comme un exercice de purification. Il s'est purifié, il est devenu un nouvel homme qui aujourd'hui est devenu un promoteur de paix. Voilà tout son péché qu'il a commis.
Parce que les gens auraient voulu qu'il ait une hache en main et qu'il attache un bandeau rouge. Il ne sait pas où il va Il là. attache un bandeau rouge, comme il le faisait en 2002, à partir de 2002, un bandeau rouge avec une hache en main, avec un débardeur. C'est ça, en réalité, les gens voulaient. Mais Blé Goudé, aujourd'hui, il sait que l'avenir de Laurent Gbagbo se conjugue au passé aujourd'hui. Et donc, lui, il joue sa propre carte. Lui, il regarde l'avenir. Et l'avenir, c'est 2030, c'est 2035. Il ne va pas se compromettre avec la défiance, le désordre et la défiance que Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo veulent promouvoir, une posture sans lendemain. Donc, je crois que Blé Goudé, aujourd'hui, il a la possibilité de choisir entre Awa Don-Melo et Simone Gbagbo, avec qui il a vraiment des atomes crochus, il a de très bons contacts. Mais on ne peut pas lui nier cela. Blé Goudé, il n'est pas obligé. Il a toujours dit, même du temps du PPS, du temps où le FPI recyclé est devenu PPACI était encore au pouvoir, il a toujours dit, je ne suis pas membre du FPI. Donc il a toujours joué sa carte. Je ne vois pas comment les gens peuvent aujourd'hui le considérer comme un traître qui a changé de carapace, comme un serpent. Non. Mais parce qu'en 2020, il a critiqué le troisième mandat. Non, Laurent, en 2020, il a critiqué le troisième mandat. Il continue de critiquer le pouvoir, mais il le fait de façon... Il est resté républicain aujourd'hui. Mais écoutez, moi je pense qu'il faut féliciter Blé Goudé. Terminez sur cela, Lansana Bakayoko. Il faut féliciter Charles Blé Goudé, parce que Charles Blé Goudé, c'est un légaliste. Vous dites qu'il a contesté le troisième mandat, mais dès lors que ce que vous appelez le troisième mandat a été considéré comme légal par le Conseil constitutionnel et par les instances, il s'est plié. Il s'est plié et c'est ce qu'il est en train de faire. Et je crois que Charles Blé Goudé devrait pouvoir continuer dans cette voie parce que l'avenir lui appartient. Laurent Gbagbo est du passé. Il doit se faire lui-même son propre chemin, lui-même son propre agenda. Et je crois qu'il est dans la bonne direction. Il pourrait choisir qui il veut. Mais ce que nous demandons, il faut que l'élection ait lieu avec toutes les obédiences, la gauche et la droite. Et je crois que Blé Goudé, naturellement, il est de gauche. Donc qu'il choisisse Simone Gbagbo ou Awa Don-Melo, ça, libre à lui. Mais nous pensons que Blé Goudé a un avenir et il ne va pas bousiller son avenir pour deux personnes qui sont déjà du passé. On vous a bien compris, Lansana Bakayoko. Merci, messieurs, d'être venus participer au débat et de l'avoir rehaussé à ce niveau. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. À dimanche prochain pour un autre numéro du Club de la Presse.